Radio. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et comme la semaine dernière, pour m'accompagner pendant toute cette heure avec moi, Genono. Salut Genono. Ah, le micro de Genono n'est pas allumé. C'est bon, on m'entend. C'est bon, on t'entend, c'est parfait. Et Yerim est là également. Salut Yerim. Ensemble, on va revenir donc sur cette actu de ce vendredi 23. Il y a Gros Dash qui est de retour. Mr. Shizzle, Gros Dash des Halls qui arrive avec son projet 5 titres Ghetto Littérature. On va commencer par ça. Après, on parlera de Vald qui a sorti, enfin de son label plutôt, Échelon. Il y a un volume 2 qui est disponible dans la même trame que le volume 1. On va revenir dessus. On parlera également du Private Club, Jazzy Bass, Edge et Esso Luxueux. Ça, c'est Paris S qui sort un projet. Et puis, on parlera également de Benjamin Epps et le Chroniqueur Sale avec leur projet Fantôme avec Chauffeur qui, franchement, m'a bien fait kiffer aussi. Un projet 7 titres. Et puis, on reviendra sur les 15 ans de l'album de Serafio Molotov qui suit son premier album solo. Restez connectés. En tout cas, c'est parti pour After Rap. Je le répète, avec moi, Genono et Yerim. Et on attaque donc avec Gros Dash. Le morceau, c'est Ghetto Littérature, comme le nom du projet. Écoutez ça sur Move. C'est parti, c'est After Rap. Move. After Rap. Jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. Et on va parler donc de ce projet 5 titres qui est disponible depuis le 22 même. Il est sorti un petit peu en avance, il me semble, Gros Dash avec Ghetto Littérature. On va en parler, on va commencer avec Genono. Vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de ce retour un peu de Gros Dash qui avait marqué une pause? Ouais, ça fait très plaisir de l'entendre à nouveau parce que c'est un vrai vétéran. Un mec qu'on a beaucoup écouté, je pense, tous autour de la table pendant de nombreuses années. Du coup, moi, en abordant ce projet, c'est vrai que je savais pas trop dans quel style il allait être, parce qu'en vrai, quand tu prends toute sa discographie, il a abordé un peu tous les styles. Et il a été autant dans du rap qu'on pourrait appeler un peu old school, comme le type de morceau qu'on vient d'écouter là, que dans des trucs qui ont été avant-gardistes en fait à leur époque, où il était déjà un peu dans des morceaux un peu trap avant que ça arrive en France, où il était dans toute cette scène du 91 en fait, où tu avais une espèce d'émulation un peu soit dirty, soit tu vois dans ces choses, soit du rap un peu du sud des États-Unis, soit des influences un peu deep set, des choses comme ça. Ouais, carrément. Et donc du coup pour moi c'est un mec qui a un peu tout testé dans le rap. Et là il arrive avec un projet qui est un peu plus orienté, on va dire old school, avec des boucles de piano, des scratchs, des choses qu'on n'entend plus vraiment dans le rap actuel. Et c'est cool de réentendre que c'est quand même un rappeur qui a au-delà du fait de sa maîtrise en termes de flow très élastique, etc., il a quand même une vraie plume. Et il y a des choses que tu t'attendais pas forcément à entendre sur un album en 2021, comme à un moment tu as un passage de Jacques Brel qui est repris sur Ne me quitte pas, je m'attendais pas à entendre ça en fait dans un projet de Gros Dash aujourd'hui. On a un extrait du morceau Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il y a des choses qu'on garde au fond de soi, même les frérots ne savent pas. Des fois t'as le cœur en miettes, tu dis juste Mahamdoullah ça va. Économe en sentiments, je donne pas de love aux tatas. Je veux pas qu'on dorme à poil mes deux dos comme le logo Kappa. C'est du vrai pleurage ça pour moi, franchement ça kick et tout. Un peu à l'ancienne, mais franchement je kiffe trop. Franchement on sent quand les rats ils rappent derrière le mic, ils ont des choses à dire, tu vois. T'as Templar en featuring sur ce morceau, qui est un mec qui était dans Ultimato mais qu'on n'entend pas vraiment souvent, mais qui montre encore une fois qu'il a encore de beaux restes. Puis voilà, pour moi c'est vraiment un espèce de, il y a pas vraiment de prétention en fait dans ce projet. Gros Dash il arrive juste pour, tu sens qu'il a voulu se faire plaisir, rapper à rapper de la manière la plus brute possible. Et ouais, du coup, c'est comme tu le dis, c'est vraiment un projet rap pur et dur, et c'est super efficace. Il y a du fond aussi, comme tu le disais, il parle de l'Afrique dans un morceau qui s'appelle Jeu pervers, parce que lui aussi, il a grandi en Afrique, puis il a dû venir en France à cause de la guerre au Congo, de la guerre civile et tout ça, donc il en parle assez régulièrement. Il avait même sorti un album qui s'appelait Enfant Soldat à l'époque, et donc là, il y a un morceau, il en parle, ça s'appelle Jeu pervers. Africa, je t'ai détesté de toutes mes forces. Depuis que t'as baissé la garde, t'as traité de sorcier tes gosses. T'as préféré viser le nord, délaisser nos cités d'or. Tu
On a reçu il y a pas très longtemps Gros Dash dans Move Rap Club et on avait joué ce morceau, on en avait parlé et il y a un auditeur sur Twitter qui m'a interpellé et donc je vais rendre honneur à Eric James The One sur Twitter qui a dit hello, est-ce que je suis le seul à avoir capté le sample de Wicked Game de Chris Isaac dans le morceau Je pervers de Gros Dash. Effectivement, c'était le seul, bien vu en tout cas. Sample qui avait été repris par Neochrome aussi sur l'album Neochrome All Star. À l'époque, ça sent plus beaucoup actuellement. Après, j'imagine que Gros Dash justement il en a pas parlé parce que dans le hip-hop ça a un peu tué ce style de hip-hop parce que les gens ont très peur de sampler. Aujourd'hui, on pourra en faire tout un débat et tout ça parce que vraiment ça a changé le game. Du coup, les beatmakers sont mis à produire autrement. Et en parlant de prod et de trucs qui se font plus, il y a aussi quelque chose dans cet album, c'est des scratchs, des mix dans des refrains. Et des voix pitchées. Voilà, comme dans Poignée de Punchline. Donc je mets un petit extrait avant de laisser la parole à Yerim. Big Dash, à chaque morceau. FMV, traumatisme, ça sent la tête, à tout le quartier. 41, allez, des armes, on danse mon ça. Des halls sales, c'est de là que tout est putain de parties. Poignée de Punchline, donc, extrait de Ghetto Littérature, avec des scratchs dans ce morceau. Et moi, ça me régale toujours quand j'entends des scratchs. J'ai toujours kiffé. Je sais pas pourquoi tout d'un coup les gens se disent non, c'est terminé, c'est plus à la mode, c'est has-been. Parce que ça a été vu comme genre, si tu fais ça, c'est une posture old school, alors qu'en fait, ça peut être juste pour le style. Tu vois. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu raréfié. Et puis même comme on l'a entendu dans l'extrait, comme je disais tout à l'heure, t'as la voix pitchée qui revient dans la prod aussi. Donc ça fait, je vais pas dire ça fait Madeleine de Proust parce qu'il est pas non plus vieux à ce point-là, mais ça me fait un peu comme le dernier EP d'Olkinry, c'est-à-dire c'est un petit peu des tauliers qui reviennent et qui arrivent à te transmettre juste leur amour de la musique, parce que tu vois, là c'était le dernier morceau, donc c'est Poignée de Punchline. Où donc, comme son nom l'indique, il est dans sa discipline, enfin ce qui était en tout cas à l'époque sa discipline favorite, c'est-à-dire c'est du pur kickage avec de la punch toutes les 2 ou 4 mesures, etc. Et il arrive à esquiver l'écueil d'être le vieux relou qui est un peu aigri, etc. Tu vois. Pourtant, Gros Dash, c'est un mec, tu vois, qui a posé sur, je sais pas, probablement une centaine de mixtapes, fait je sais pas combien de featuring, tu vois, machin. Même avant projets, même d'être sorti en pagaille, des projets. C'est ça, tu vois, je sais pas combien de freestyle radio, il y avait des Gagne ton style aussi en battle. Ton style, ouais, qui était pareil pour avant les les petits concerts, c'est ça, tu vois. Pareil pour les petits concerts dont il parle, au bateau phare, etc. Et tu sais, il pourrait avoir ce truc de j'ai pas ce que je mérite et tout. Et en fait, il a jamais de phase comme ça. Il est plus en mode c'est des bons souvenirs. Pareil quand il remet le nom de son quartier, parce que donc Los Montsas c'est pour les amants. Et donc pareil, il dit tout a commencé au 40, je crois, si j'ai bien retenu, 40 rue des Amants. T'as ça, il a toujours son petit sens de la formule quelquefois, tu sais, quand il dit et ça change pas depuis non, et ça dure depuis 1 million de couscous, un truc comme ça, au lieu de te dire depuis des dizaines d'années, et qu'il a une unité de mesure, tu vois, bien à lui. Donc non, franchement c'était cool. Après comme on a dit, tu vois, même quand il parle d'Afrique, ça se voit que c'est pas juste des récits de ses parents, parce que lui pendant une période, tu vois, il y a vécu et tout machin. Avant de s'est investi aussi. Et c'est il a vraiment. Quand je dis il a vécu, c'est pas seulement quand il était petit, c'est qu'après il a fait le choix d'y retourner. Et ensuite, seulement il y a quelques années, je crois, si je me plante pas, c'est seulement il y a quelques années qu'il est revenu ici. Exactement. Et donc, il a le côté assez intéressant dans sa manière d'aborder ce thème-là. Parce qu'il a le côté. Pervers déjà c'est ça, c'est qu'il a le côté amour-haine en fait. Là où la plupart des rappeurs, quand ils te parlent d'Afrique, ils vont juste être soit dans le côté retour au bled, c'est un peu neutre, soit dans un truc où ils vont dire je t'aime, et lui il va faire les deux côtés, il va aussi parler des défauts, des chefs d'État qui l'ont déçu, etc. Et puis du rapport à l'Europe, quoi, tout simplement. Donc c'était plutôt cool. Et puis après je sais pas trop si c'était une volonté de sa part d'avoir uniquement Templar pour l'époque Ultimatum. Mais du coup, oui, ça paraît, tu vois, ça te rend nostalgique tu parles des morceaux. D'Ultimatum, d'ailleurs, ils sont de retour avec Ultimatum également. Du coup, j'ai remarqué, j'avais zappé ça, mais en fait, ils sont aussi tous de retour. J'ai un extrait de leur dernier morceau qui est sorti il y a à peine 2 semaines. Le morceau s'appelle Le Chant du Cygne. Congolais, toujours une planque à Düsseldorf. T'abuses de la haine comme les tantines à Bruxelles-Nord. Quand il s'agit d'agir, les mecs vont leur lasser. Paris est magique, tous les racistes dans la scène.
Encore chaud, donc Ultimatum, franchement, ils sont vraiment en plein dans l'actu. Puis en plus, même, tu vois que c'est toujours dans le morceau Poignette Punchline, tu vois, il place là les références, il recite le titre Triste Point en commun, évidemment, Ultimatum, ATK aussi. T'as même l'Amalgame qui était son groupe où il y avait Cynic dedans, et c'était encore un autre crew par rapport à l'Ultimatum. Enfin, tu vois, t'as vraiment le côté coup de projo sur une époque un peu à l'ancienne, mais sans être chiant. Sauf à la limite, il se permet juste un truc, c'est quand il dit Génération Boom Bap versus Zumba. Ouais. C'est le seul, c'est la seule crotte de nez qui se permet, tu vois, par rapport au truc. Donc non, écoute, ça fait. Ça rappelle des souvenirs, quoi, c'est toujours sympa. Allez écouter ça en tout cas, franchement je vous le conseille, 5 titres de Gros Dash, le projet s'appelle Ghetto Littérature. Maintenant on va enchaîner avec le projet de Échelon, le label de VALD, le volume 2 est sorti, dessus bien sûr on retrouve un solo de Vald, le morceau s'appelle Échelon 2, on écoute ça sur Move et on revient juste après. After Rap, jusqu'à 21h. Et c'est donc extrait de Échelon volume 2 qui est disponible depuis aujourd'hui. Échelon, le label créé par VALD l'année dernière. Il avait enchaîné dans la foulée avec la sortie du volume 1. Ça lui permet de présenter ses artistes comme Sizi, son gars sûr qui produit le maker qui produit sur tous ses albums. Suit Comblazadé également, son bras droit qui l'accompagne depuis toujours. Et d'autres artistes qu'on peut découvrir donc sur ces projets-là. Je laisse la parole d'abord à Yerim. D'ailleurs, derrière, c'est Avantador, c'est l'instru réalisé par Sizi qu'on retrouve à la fin du projet. On retrouve également une instru de Sizi à la fin du volume 1. Et puis, on retrouve aussi 2 titres électro au milieu. Et on en reparlera ça à la fin également. Mais d'abord, je laisse la parole à Yerim. Du coup, autant, tu vois, j'apprécie la démarche qu'il a d'aller chercher des nouvelles têtes, etc. Même le fait, d'ailleurs, de foutre une instru libre, parce qu'en gros c'est pour que les gens l'utilisent, etc. C'est ça je comprends et c'est plutôt cool comme truc. Autant je t'avoue que je suis pas du tout, pour l'instant en tout cas, pas du tout convaincu par le casting en fait du label Échelon. C'est-à-dire que les morceaux que je retiens en fait c'est un des 2 morceaux de Val, celui de AD et celui de Sirius. C'est-à-dire qu'en fait c'est 3 personnes qu'on connaissait déjà. Donc même si Sirius était le plus discret, parce que donc faut rappeler qui c'est en fait. Sirius c'est de base un ingé son qui bosse avec Val depuis X années maintenant. D'accord. Et qui faisait ingé son et producteur, je sais plus, je suis désolé, je sais pas s'il a les 2 casquettes, mais bref, c'est un mec qui était tout le temps en studio et qui faisait ses sons mais qui voulait pas les sortir, tu sais, qui était dans son coin. Et Val l'a vraiment, tu vois, engrainé en fait. Là, ça a commencé par un feat, c'était sur Xe, je crois, feat avec Sirius le premier. Et mais bref, en gros, et donc là, tu vois qu'il va arriver parce qu'en plus tu sens qu'il s'éclate et qu'il s'amuse vraiment sur son morceau. Il a imprégné de leur univers en tout cas. Ouais. On a un morceau de Sirius, ça s'appelle Virus Wi-Fi, petit extrait. Je brûle en cierge au mausolée, pour mourir y'a pas d'âge. Toute une vie muselée, sous sur Instagram. Ce coup-ci c'est le tatama. Donc je dis, il est imprégné de leur univers, ça me fait assez marrer ce genre de punch. Et apparemment il est ingénieur du son, producteur, réalisateur et MC également. Et donc Sirius, alias le virus le plus sérieux. Donc lui, AD je vais pas revenir dessus, c'est le mec que t'attends en fait le plus parce que il est présent sur au moins un titre sur tous les projets de Val depuis le début. Et là c'est pareil, son morceau... lui je le trouve constant pour le coup. Je sais pas si on l'a en extrait. On a un extrait de Comme prévu de Suis Comblazadé. Si tu veux qu'on te mette en scène, c'est déjà trop tard. Si tu veux te remettre en scène, il faut de la maille. Si tu veux qu'on s'aime, c'est qu'il faut que ta maille. Si tu veux qu'on s'aime. Donc voilà, Suis Comblazadé, franchement il est pas mal ce son. Surtout qu'en plus tu vois que il avait pas trop alors après c'est compliqué d'en parler parce qu'en fait il y a très peu de morceaux de AD dans la nature, mais il avait d'habitude c'était plus un découpeur d'instru avec un flow plutôt énergique rapide, et en fait là tu t'aperçois que même en mélodie il a l'air super à l'aise. Donc je t'avoue que c'est plus lui que j'attends. Et après alors, pour parler des autres, en fait c'est jamais nul, mais c'est jamais bien non plus. C'est-à-dire que t'as vraiment ce truc où tu sens beaucoup trop leur influence. Alors pour certains c'est Val. Des fois t'entends un petit placement qui rappelle du Freeze aussi, et tu dis en fait c'est pas
c'est sans doute même pas fait exprès, mais c'est juste tu sens trop qu'ils sont au début. Donc c'est vrai que pour l'instant j'en ai retenu aucun en fait. Il y en a un qui s'appelle Kaiju, en tout cas, avec son morceau Vibe. Ne serait-ce que pour son blague, j'ai trop validé Kaiju comme nom. Je me suis dit, il a bien vu. Kaiju, pour ceux qui ne savent pas, c'est les monstres, les Godzilla et tout ça dans l'univers au Japon, en japonais. Et pour le coup, lui, il tranche un peu parce qu'il est un peu plus fredonné. Petit extrait, donc, Vibe. Baby kiffe ma vibe, j'ai la fuck sans éteindre la light. Elle veut qu'on s'en aille, au milieu d'un grand ciel étoilé. Faut que je garde mon cap, beaucoup d'ennemis m'en veulent en bas. Et je vais laisser la parole à Genono, mais avant, je vais mettre un extrait du deuxième solo de VALD. Le morceau s'appelle Mushu, référence au dragon dans Mulan. Disney, dans Mulan. Camisole, artificielle polie, merde. Je reste dans ma bulle, c'est déjà une jolie sphère. Tu parles à tout le monde, pourquoi pas le commis? Hey. VALD sur de la drill. Genono, qu'est-ce que t'en as pensé alors du projet et de ce titre alors? Du projet, la nature du projet veut que t'en retiennes du bon et du moins bon forcément, parce que c'est un projet qui est censé surtout te permettre de faire des découvertes. Alors un peu comme Yerim, j'en retiens pas énormément. En fait, on retient les rappeurs qu'on connaissait déjà, notamment celui qu'on place AD, qui est en fait, on attend toujours son premier vrai projet solo, mais c'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, parce que c'est un mec qui est toujours très bon quand il est invité ou quand il fait une apparition solo sur un projet, mais on ne sait pas ce que ça va donner sur un projet complet en termes de direction artistique, etc. Donc il y a cette attente-là et ces interrogations. Après, j'ai retenu Kaiju, effectivement, qui est, je pense qu'on a tous, nous a tous un petit peu plus marqué que les autres rookies du projet, puisqu'il a quelque chose de peut-être un petit peu plus original et de moins marqué, effectivement, dans les influences. Après, sur le morceau qu'on vient de diffuser de Vald, sur de la drill, honnêtement, je trouve que ça tape à côté, parce que déjà c'est un morceau un texte qu'il avait déjà utilisé dans un autre morceau, qui était War Remix, qui était posé sur une prod de Drake, en fait, qui était sorti en janvier 2020, et le morceau n'était pas sorti sur les plateformes, mais son label l'avait diffusé sur les réseaux sociaux. Et du coup il reprend ce texte là et le fait de poser sur de la drill, alors je sais pas si c'est parce que ça colle pas spécialement à son univers ou parce qu'il le prend de manière un petit peu j'ai l'impression de manière un petit peu fainéante, en fait, la manière dont il rentre sur le beat. Donc je trouve que ça fonctionne pas forcément, alors que son autre morceau solo qui est en entrée du projet, qui est en intro, fonctionne très bien, parce que c'est du Vald assez classique, avec le même second degré, les mêmes références un peu, où il aime bien jouer des références un peu complotistes, etc. Il en joue très bien et ça fonctionne. Donc pour moi, voilà, c'est un projet qui est un petit peu avec du bon, du moins bon. Honnêtement, je retiens pas énormément de choses dessus quand même. En tout cas, il y a des morceaux électro aussi qu'on retrouvait à chaque fois vers le milieu du projet. La dernière fois, le morceau c'était Shakalaka. Oh my god. Allez, Genono, la bounce. Ça, c'est les morceaux préférés de Genono. Et après, il y a le morceau Vadala, donc sur ce volume 2, toujours produit par Raosis. Moi ça marche, je me dis que les clubs devraient réouvrir très vite, j'espère en tout cas, parce que franchement j'en ai marre. Et quand j'entends ça m'ambiance. En tout cas, je sais pas, je peux quand même demander ton avis sur ces morceaux électro, ou ça te parle pas du tout sur le projet, ou tu trouves non, ça me parle original? Absolument pas, non, mais non, après non, j'ai rien de. Tu peux rien dire. J'ai rien d'extrêmement pertinent à dire dessus en fait. Moi j'ai une super anecdote. Vas-y, je t'écoute. Je me rappelle quand on avait fait une interview croisée de Vald et Fianso, et Vald avait raconté que à leur première rencontre, ou très tôt en fait, quand ils s'étaient connus, à un moment Vald arrivait dans, je sais pas, soit un studio, soit une radio, je sais plus. Et t'as Fianso qui les regarde et qui fait c'est l'invasion des Visigoths. C'est un petit peu ça, tu vois. Vald et son label. Mais après c'est cool, au moins ils peuvent sortir en période de Ramadan, et ça c'est toujours sympathique. Oui, c'est vrai, parce que les sorties sont maigres actuellement. Donc merci à eux, et merci à Jazzy Baz, Edge et Soluxieux également, qui ont sorti leur projet Private Club. On écoute le morceau d'ailleurs du même nom, extrait de leur projet en commun, qui est disponible également depuis aujourd'hui. On écoute ça et on en reparle juste après avec Yerim et Genono avec moi ce soir dans After Rap. After Rap.
jusqu'à 21h. Move. Accompagné bien sûr de Edge et Esso, luxueux, car depuis hier ils ont ouvert les portes de leur private club. Le projet est disponible, il faut aller streamer ça. Et le concept, c'est de rentrer dans leur private club, une espèce de club un peu semi-glauque, semi-bien ambiancé, ambiance siège en velours, ils sont assis dans le fond dans un nuage de fumée verte a priori, et des fois il y a quelques ambiances où ça danse, mais c'est pas le genre de club où ça va slider et danser la Zumba. Voilà. C'est pas ce genre de club. C'est un bon résumé. On est plus dans les tripots. Voilà. Genono, vas-y, à ton tour d'attaquer. Bonne surprise ce projet. T'as une excellente alchimie en fait entre les trois rappeurs. Chacun tire un peu dans une direction différente. Edge qui est un petit peu plus dans le chant, les ambiances, les refrains, les ponts. Il gère vraiment très bien cette dimension-là. Des fois, il part même dans des aigus assez extrêmes. Comme sur le morceau Fortuné. On a un extrait de Fortuné. Vas-y, parfait. Allez, on a un petit extrait. J'envoie des doses extrêmes. Je possède le flow next gen. C'était Edge et là c'est donc Jazzy Bass, mais ça se marie vraiment bien à chaque fois leurs trois voix. Je trouve, ça. Et la voix aiguë de Edge là est terrible. Ouais, c'est ça, Edge qui chante, Esso qui est dans un truc un peu plus nonchalant. Et du coup Jazzy Bass quand il arrive vraiment il kick et il amène quelque chose d'un peu plus frontal dans cette ambiance qui est un peu presque vaporeuse parfois. Et du coup je le trouve beaucoup mieux mis en valeur sur ce projet là que sur ses projets solo. Parce qu'il y a un espèce d'écrin autour de lui qui fait que même si les deux rappeurs qui sont assez comptés ne sont pas du tout des faire-valoir parce qu'ils font vraiment un excellent travail, mais du coup là on remarque beaucoup mieux la plume de Jazzy Bass et ce qu'il peut apporter même en termes de charisme, etc. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas remarquées sur ses projets solo précédents. Il a fait une petite pause de 2 ans entre 2018 et 2020, je crois, quelque chose comme ça. Je pense que ça lui a fait aussi beaucoup de bien parce qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus décomplexé dans sa manière de rapper. Il revient aussi avec ses petits mementos, si on en a parlé rapidement la dernière fois aussi, des petits EP de titres. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, t'as cette décomplexion, t'as pas mal de phases qu'on n'aurait pas forcément entendu chez lui avant. De petites punchlines, par exemple, je pense à c'est pas ta faute, c'est pas ma faute si ta meuf me suce. Tu vois, c'est un truc qu'on n'entendait pas forcément, c'est Jazzy Bass, tu vois. Et quand elle arrive, c'est un peu étonnant, elle est super marrante. Il dit aussi: j'entretiens de multiples liaisons, autant avoir de bonnes raisons quitte à brûler en enfer. Donc tu vois, il y a toujours ce petit truc là, et puis pas mal de références aussi qui parlent pas forcément aux plus jeunes, mais qui font toujours plaisir, notamment Sema Anita, mais je suis pas son Drazik. Donc référence à Art Laker à vif, qui est une vieille série australienne que les plus jeunes ne connaissent pas. Je l'avais pas forcément parce que j'étais pas méga fan de Art Laker à vif. Ça vaut le détour. À l'époque, Drazik, le rebelle du voilà. C'est ça. Avec la petite boucle d'oreille et tout. Exactement. Donc ça fait un peu pareil comme on parlait tout à l'heure de Gros Dash, Madeleine de Proust. Là c'est un petit peu pareil, quand t'as des références comme ça fait un peu, ça fait remonter des souvenirs si tu veux, donc je trouve ça cool. Donc pour moi dans l'ensemble c'est un projet qui est vraiment, ils ont choisi une direction, une ambiance bien précise et ils se sont vraiment tenus et je trouve ça très réussi. Leur premier clip c'était Non-Stop, petit extrait. Des milliers d'euros sur mon compte en banque, tu nous as payé, t'étais pas consentant. En France c'est tendu de s'intégrer, mais c'est facile de s'en sortir si t'encules un bébé. T'as fait 100 000 interviews mais t'as pas vendu un CD. Tes habits coûtent cher pour t'en. D'ailleurs le clip retranscrit très bien cet univers du private club et des nuits parisiennes dans les endroits un peu obscurs. Vas-y Yerim, je te laisse la parole. Toi qui connais bien les endroits obscurs, dis-nous tout. Écoute, tu vois, genre les ambiances un peu rococo et tout, enfin bref. Mais je vois pas de quoi tu parles. J'ai toujours rêvé de placer ce mot. Un petit rococo, ok. Mais en vrai, je vais pas être original, c'est la complémentarité des 3 MC en fait qui m'a accroché. Et je trouve qu'en plus, cette ambiance leur va bien parce que moi en fait, jusqu'à celui-ci, il n'y avait aucun album de Jazzy Bass que j'aimais, tu vois, en tant qu'auditeur. T'as toujours cette limite, c'est-à-dire que tu te dis ça sonne bien, et puis à mi-couplet, tu fais attends 2 secondes, ça veut plus rien dire, il a juste forcé des multisyllabiques, et tu commences à en avoir marre, tu vois. Et là, en fait, au moment où t'es censé te dire ça, t'as un de ces 2 acolytes qui arrive avec un style complètement différent, et du coup, ça rééquilibre le truc dans le bon sens. Donc entre ça et leur choix d'instru qui est quand même bien calibré pour leur ambiance, tu sens que pour le coup c'est pas juste un projet de 3 potes, c'est-à-dire qu'ils se sont fait
Enfin, tu vois, ils ont réfléchi à la direction dans laquelle ils voulaient aller. Ça se tient du premier au dernier morceau. Et effectivement, ouais, c'est le fait d'avoir le kicker avec cette technique précise, le chanteur ou chantonneur et celui qui se place un petit peu entre les deux. Bah, t'as un trio qui, pour moi, étrangement, met plus en valeur Jazzy Bass que ses projets solo, même si c'est bizarre à dire comme ça. Mais ouais, je trouve qu'il brille plus dans ce trio que quand il est livré à lui-même, en gros. Et du coup, les deux autres, parce que... Bon, alors Edge, c'est une découverte pour moi. Esso, un peu moins. Mais pareil, je les avais jamais entendus à ce point, si tu veux. Et Esso, il était sur tous les projets de... Non, je veux dire à cette fréquence. De Jazzy Bass, mais c'est vrai qu'il a jamais rien sorti. Il avait jamais rien sorti en solo avant, des apparitions par-ci par-là. Et du coup, plutôt bonne surprise parce que pareil, tu vois, en fait, tu sens que c'est un groupe de vrais potes déjà, et tu sens pas de distance entre eux. C'est-à-dire que t'as vu qu'ils ont des styles quand même assez différents, t'en as pas un qui écrase les autres en fait. Tu vois, t'as pas de morceau, tu te dis bon ok. Cette partie-là, oui, les deux autres non, ou même ces deux-là, oui, mais le dernier non, etc. Tu vois, c'est plutôt bien équilibré, donc ouais, ça c'est plutôt sympa. Et puis des fois, il y a Esso qui a des petites phases, parce que tu vois, c'est pas le mec que tu vas retenir comme Monsieur Punchliner et tout, mais quand il veut, il a des petits trucs. Donc, je pense à un truc, à une phrase quand il dit je suis dans ses fesses, je suis pas à la manif, dans Valérie Pécresse ou Kamala Harris. Et je me suis dit, ah putain, ça c'est cool, ça me parle. Parce que la plupart des gens, ils idéalisent vachement Kamala Harris, vu que c'est la seconde de Joe Biden, et lui non. Donc j'aime bien. T'as bien aimé, ouais. J'ai bien compris. Juste, il y a un autre moment où il dit, à l'époque, quand on montait sur scène, on était tous ivres. Ça, c'est plutôt triste par contre. Parce que ça veut dire qu'ils ne le sont plus maintenant. Kamala Harris, c'est ce qu'ils disent. Que les gens, ils ont surtout voté pour elle aux États-Unis. Je t'ai coupé de sur autre chose, excuse-moi, désolé. Non, je disais juste que j'étais triste, ça voulait dire que maintenant ils ne sont plus ivres du coup. Mais en même temps, ils montent plus sur scène non plus. Et ils montent plus sur scène, donc c'est doublement triste, effectivement. J'ai capté. Pour la suite, et je voulais juste ajouter sur ce projet qu'ils avaient tout enregistré au studio Goldstein, a priori, à Montreux. Vous savez, le même studio, il y a Ichon, tout ça, qui vont enregistrer là-bas. Et voilà. C'est pas une information de ouf. Ouais, je sais pour ça. On continue en tout cas direct avec Benjamin Epps. Benjamin Epps et le chroniqueur Sal, ils ont sorti leur projet Fantôme avec chauffeur. On écoute le morceau Notorious. Franchement, Benjamin Epps, il m'a fait plaisir. Je sais pas si on dit Epps ou Epps. Ouais. Benjamin Epps, d'accord, sur Move, mettez-vous bien, c'est After Rap. Jusqu'à 21h, After Rap. Move, Pascal Sevran. After Rap. Donc, chaud, Benjamin Epps qui vient de sortir le projet Fantôme avec chauffeur. Benjamin Epps et le chroniqueur Sal à la prod. Le chroniqueur Sal, Genono, tu me disais en fait, il est sur YouTube, mais c'est également un producteur. Il avait déjà sorti un projet avec différents. Ouais, il avait sorti une compile il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, où il y avait pas mal de rappeurs. Il y avait Al Capote notamment, on en avait parlé, il me semble. Ils avaient clippé et tout. Ouais. Ok. Donc voilà, multicasquette. Et donc là, il s'est associé avec Benjamin Epps. Qu'est-ce que t'as pensé de ce projet, ce mode Notorious B.I.G. Comment il commence le morceau là, direct, Booba a sorti le dernier album, ça y est, maintenant je peux prendre le trône, vu que tout le monde veut tester mon chrome. Rien que ça, j'adore ce genre d'arrogance. Voilà. Ouais, comme tu le dis, c'est un rappeur très arrogant, limite insolent parfois dans l'ego trip. Il se raconte un peu comme s'il avait, des fois t'as l'impression qu'il a 20 ans de carrière, qu'il a déjà 15 disques de platine et qu'il est déjà arrivé au sommet, donc il a déjà une manière de se raconter qui est assez... En fait, tu sens qu'il croit beaucoup en lui. En tout cas, il sait qu'il fait pas le même son que les autres. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'étais un petit peu... j'avais des attentes sur ce projet-là, et pour moi, c'était soit ça allait dans le bon sens, soit ça passait complètement à côté, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, notamment avec le morceau Kennedy en 2005, il y a eu une espèce de... il a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il avait un flow et une interprétation, une imagerie, tout ça était très proche de West Side Gun. Et c'est vrai que moi en tant qu'auditeur qui écoute peu de rap US, ça me dérange pas spécialement, parce que des rappeurs français qui copient des rappeurs américains, j'en vois à longueur de journée. Et c'est vrai que là les similitudes étaient quand même assez fortes.
Et du coup, voilà, c'est pour ça que sur ce projet-là, j'attendais peut-être autre chose aussi de sa part et découvrir un peu d'autres qualités venant de lui. Et le truc qui m'a vraiment frappé, c'est son écriture, parce que c'est pas spécialement là-dessus que je l'attendais. Et il a vraiment une écriture que je trouve parfois très fine et très percutante quand il le faut. Il a pas mal de punchlines qui m'ont marqué. L'avarice est le seul vice qui ne coûte rien, par exemple. Alors ça, il a dit que c'était du Michel Galabru, en fait. D'accord, c'est pas grave. Mais au moins, il l'a dit. Il l'a déclaré. Alors, il y en a une autre qui est pas de Galabru, c'est Marine dans un burkini, Diams dans un bikini. Celle-là, elle m'a fait rigoler. Et puis voilà, il a pas mal de références rap français qui sont pas forcément celles d'un petit jeune. C'est ça. Voilà, il a 25 ans, tu sens qu'il est un peu bousillé au rap français des années 2000. Il y avait le truc Kennedy en 2005, là il cite For My People. À un moment il parle de KO Harmony, alors je sais pas si c'est une référence directe à l'album d'Ali ou si ça n'a rien à voir, mais en tout cas il y a pas mal de petites références comme ça au rap français des années 2000. Et puis dans son écriture il est parfois suffisamment subtil, comme quand il dit j'ai le flow de Pablo, pas de Medellin, je te parle de celui qui a fait les tableaux. Et en fait, tu vois, un rappeur basique, il t'aurait juste cité Escobar, Picasso, sans forcément chercher à le placer de manière un petit peu plus élégante. Et je trouve que la manière dont c'est amené, c'est très réussi. Et puis le projet se termine. Alors je sais pas si c'est le dernier de la tracklist, mais sur la fin de la tracklist, un morceau qui s'appelle Dieu bénisse les enfants. Et où il part dans quelque chose, dans une vraie réflexion, une thématique un peu à la laisse pas traîner ton fils. Pas besoin d'un bac plus, trop de pervers sur le net. Fais attention, j'ai un fusil au cas où un nègre te cherche. Trop de parents démissionnent, donc les démons se servent. Ah, on est dans ce rap. On est dans ce hip-hop. Et puis c'est un morceau qui est peut-être pas facile à construire, je pense, parce qu'il peut, sur ce type de thématique, tu peux facilement tomber dans un espèce de moralisme qui peut rendre le sujet pas forcément bien abordé ou pas de la bonne manière. Et lui, je trouve qu'il le fait très bien. Il évoque un peu tous les dangers qui entourent l'enfance. Il évoque la responsabilité des parents, etc. Et c'est fait, je trouve que c'est fait de la bonne manière. Et puis voilà, pour finir, je trouve que j'avais encore quelques hésitations sur le chroniqueur sale en tant que beatmaker, et là sur ce projet-là, je trouve que ça fonctionne bien parce que il offre une partie instrumentale qui est très cohérente, qui correspond bien à l'univers de Benjamin Epps et qui ne démérite pas en comparaison avec un beatmaker classique. Donc pour moi, c'est quelque chose à suivre. D'accord, je suis pas sûr, je sais pas s'il est sur toutes les prods, le chroniqueur sale, je pense, mais je suis pas plupart, tout à fait sûr. Ouais. Je sais pas si c'est toutes, mais ouais. Et je crois que Benjamin Epps, Benjamin Epps, je vais le mettre dans les histoires. Ouais. Je crois qu'il fait des prods également, mais je suis pas tout à fait sûr. Yérim, vas-y, on t'écoute. Disons que sur la forme, c'est maîtrisé, c'est propre, c'est carré, c'est tout ce que tu veux. Après, c'est vrai que moi, je l'écoute uniquement comme un exercice de style. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu connais l'original dont il s'inspire, c'est dur de le voir autrement. Après, c'est pas... En fait, ce serait s'il avait pas ce timbre de voix, ce serait beaucoup moins gênant et flagrant. Parce qu'en gros, quand je sais pas combien de rappeurs sont arrivés en faisant de la drill de Chicago ou maintenant de la drill anglaise, c'est aussi des gens qui reprennent des codes, etc. Mais là, lui, la vraie galère, c'est qu'il reprend même la voix de West Side Gun. Ouais. Et c'est ça le problème que j'ai avec lui, c'est-à-dire que si je l'écoute juste en me disant c'est cool, c'est une version française d'un truc que j'aime bien, j'ai pas de problème. Si je l'écoute vraiment premier degré en me disant ouais, c'est le futur king du rap français, là ouais. C'est bien de dire c'est le futur puisque son projet s'appelle Le Futur. Le projet précédent. Et après, alors, faut quand même préciser un truc, c'est que sur ce EP-là, t'as quand même, je veux dire sur celui dont on parle maintenant, là, avec le chroniqueur sale, tu sens quand même qu'il essaie de se détacher du côté décalque. Sur certains sons, même en termes de voix, hein, il essaie de lâcher un peu ce timbre qui est quand même très très particulier et d'aller vers un truc qui peut-être est plus naturel parce que c'est un mec qui rappe en fait depuis pas mal de temps maintenant et qui a vraiment changé de style, donc c'est un choix de sa part et tout. Après pareil, je pense que ce qui lui vaut ce genre de critique de manière vachement vénère, sur les réseaux sociaux en tout cas,
c'est que apparemment il a fait une interview où il a pas spécialement reconnu l'influence, tu vois, de West Side Gun. Yes. C'est comme si t'avais Tarantino qui dit non, je suis pas un fétichiste des pieds, tu vois, tu fais oui, bon, ok. On va dire, il y a toutes les preuves sont là, donc à un moment c'est pas. Et surtout que pour moi c'est pas rédhibitoire. Ça veut pas dire que c'est un mauvais rappeur. Bien sûr, carrément. Donc et alors après, par contre, il fait une démonstration de flow et de technique sur le morceau Goom. Où c'est sur le deuxième couplet, je crois. De Goom. Si, ouais. Allez, c'est parti. J'arrive sans m'annoncer, je prends les armes, je les goum. Membré comme les Renois dans les clips black, je goum. Venu prendre la couronne, pas de compétent, les goum. Ah non, moi il m'a régalé. En plus, je connais pas West Side Gun, donc c'est très bien pour moi. J'irais même pas écouter. Ouais, non, mais c'est pour ça que je m'arrête sans machin. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une question de perception du truc. Et après, c'est pour ça que je te dis que c'est pas rédhibitoire non plus, parce que pour faire ça, il faut quand même le bosser. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui va arriver, etc. Ouais. Tu vois. Donc, pareil en termes de prod, hein, d'ailleurs. Et moi, si tu veux, ce que j'attends pour la suite chez lui, c'est justement qu'il s'émancipe un peu de ce truc-là, qu'il garde sa maîtrise, par contre, et ce style-là, mais qu'il soit plus dans l'adaptation que dans vraiment la transposition directe. En gros, c'est ça. Parce que là, même dans... Alors, pour moi, tu vois, il gagnerait à creuser ce que toi, t'as relevé dans son écriture, et à perdre un peu le côté américanisé à balle. Parce que tu vois, même quand il... Alors, c'était pas sur ce EP là, c'était sur le précédent. Même quand il va être supra-insolent, il l'est à l'américaine. C'est-à-dire que quand il... Je crois que c'était sur Pliant 5, il avait une phase où il dit « Je suis venu prendre les Necfeu, les Alpha One, les Sneezy ». Et t'as presque l'impression qu'il a chopé des noms au pif, parce qu'en fait, les trois sont pas du tout au même niveau. C'est-à-dire, si tu vises le côté richesse, notoriété, tu vas dire Necfeu. Si c'est pour le côté technique, tu vas dire Alpha One. Et Sneezy, t'as l'impression qu'il est là pour la rime en easy, et c'est tout, tu vois. Et des fois, il a des espèces de remplissages, tu sais, il a la rime interdite, tu vois. Il a je mets vertu, et il fait rimer ça avec vertu. Ouais. Donc, tu vois, des fois, tu sens qu'il est sur la technique, le flow, et un peu moins... Alors que sur d'autres couplets... Tu vois qu'il a tout le bagage nécessaire pour te faire des meilleurs textes en vrai, tu vois. Donc je t'avoue que moi c'est plus un potentiel que j'attends de voir se transformer pour la suite. Ok, en tout cas, voilà, à titre perso, il m'a bien enjaillé, donc je sens qu'il y a des bonnes bases, mais ouais, j'entends très bien vos critiques. Je vous conseille d'aller vous faire votre avis, tout simplement, en allant écouter donc ce projet Benjamin Epps. Et si vous voulez juste vous écoutez juste Goom, deuxième couplet. Voilà, ça va vous régaler. C'est Few Molotov a sorti son projet Qui suis-je il y a maintenant, c'était en 2006, donc il y a 15 ans, c'était en avril 2006, et on va en parler avec vous, on va voir un peu comment il a vieilli. Je vous propose d'écouter un petit peu un extrait de Senegalo Roscoff, l'un des gros tubes de cet album, donc sorti en avril 2006. Quel classique cet album, qui avait d'abord fait le buzz avec ce morceau d'ailleurs. Maestar 8 étant 3000 ça va avec Murier, Chancelot, Gros Sol, ça va avec tous les quartiers du 80 sauteré. Oh des gros pecs, quel son. Franchement, je me rappelle à l'époque, tout le monde était assez traumatisé en se disant mais qui est ce mec, d'où il sort. D'ailleurs, il me semble qu'à la prod c'est Thérapie déjà à l'époque, hein. Donc un des premiers sons de Thérapie, on s'est tous mangé ça comme une grosse gifle. Ça avait même fait polémique parce qu'à un moment il y a la phase quand tu vois un Babtou, il y a une Hagla qui va avec, là ça faisait des histoires et tout. Bref, il y a eu tout plein de choses autour de ce son, de cet album. Yerim, vas-y, t'as 2 minutes pour nous dire un peu qu'est-ce que tu penses de cet album, quoi, 15 ans après. Bah du coup, à la réécoute, franchement, ça a plutôt bien vieilli. Après, c'est pas compliqué parce que je pense que c'est son meilleur album, quoi qu'il arrive. Et après, oui, quand tu te remémores son arrivée dans le rap à l'époque, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire parce que il avait... donc évidemment, il avait sa voix qui est ultra reconnaissable. T'avais les prods de Thérapie, parce que maintenant, je pense que pour la génération actuelle, Thérapie, c'est le mec de la trappe avec charisme, en gros. Aussi, ouais. Et en fait, comme t'as dit, il était déjà là, et c'était des trucs beaucoup plus caverneux, guttural, tu vois, t'as ces espèces de... Il y avait un son qui s'appelait En live de la cave. En live de la cave, voilà, tu vois. On était dans la cave. T'avais vraiment des trucs, et puis t'avais le côté... CFU, en fait, il avait un côté rappeur conscient ultra hardcore. C'est-à-dire que pour te dénoncer de la violence, tu vois, dans des règlements de compte entre quartiers ou entre équipes, il te faisait un storytelling horrible où il te parle d'une séquestration et tout machin. Pareil, la vie qui va avec, c'est un enchaînement de phases hardcore avec évidemment le gimmick à chaque fin de mesure.
Donc c'était vraiment une arrivée en char d'assaut dans le rap français. Et puis surtout t'avais aussi le côté visuel, parce que donc c'était un mec qui montrait pas du tout sa tête à cette époque-là. C'était plus que la casquette baissée, c'était vraiment, il était soit cagoulé, soit avec des masques chelous. Enfin, c'était un truc très particulier. Et t'avais surtout moi je me rappelle des freestyle radio dans lesquels il déboulait. Et d'un seul coup, t'avais une ambiance totalement différente, parce que d'un côté, t'avais la voix qui s'impose. Il était pas technique spécialement, mais il avait... c'était vraiment le côté « je défonce ton instru » en fait. Donc c'était bon souvenir. Et, j'invite ceux qui le connaissent pas forcément à se pencher dessus, parce que le côté très gimmick que le rap actuel a toujours, lui en fait, il le faisait vraiment. C'est-à-dire, c'est quand même un mec qui peut te faire des refrains en faisant et tout, toutes les onomatopées, ça aide dans tous les sens. Limite, on n'avait jamais entendu ça à l'époque. Pas à ce point-là, pas poussé à ce point-là. En tout cas, exactement. J'ai un autre extrait de La Légende. L'histoire veut que la thèse passe, tête basse, perte au basket, air max, c'est casquette basse. La poisse, toujours côté à la teuse. Gaze, la légende veut qu'on m'appelle chien de la casse, crouille. Ça, c'était pour les sons vénères, mais il y avait aussi un des singles qui était en noir et blanc, qu'on va mettre. Mes origines sont en panique. J'ai fouillé dans toutes les poches du monde, y'a que du trafic. Pas facile, mon cœur a suivi sa logique. Il faut se mélanger dans la mixité, y'a rien de tragique. Pas facile, sur une prod de DJ Iwan, DJ que vous retrouvez sur la radio Génération. Je me rappelle, on bossait ensemble à l'époque, il avait réussi à placer la prod, il était très content. Et il y avait Thuram dans le clip. Il y avait Thuram dans le clip, si tu te rappelles. Qui attaquait au début du clip avec un message et tout. Et il a quand même fini avec un... Pas pour cet album, mais pour l'album précédent. Victoire de la musique. Victoire de la musique quand même, c'est Few. Donc voilà. Avec DJ First Mike. Avec DJ First Mike également. Un petit mot, t'as 30 secondes, Genono, pour nous dire un petit mot sur cet album qui fête ses 15 ans. Non, très rapidement. Pour moi, c'est un album qui est très à l'avant-garde en fait de son époque. Comme l'a dit Yerim, il cachait son visage 15 ans avant la drill. Il lâchait des onomatopées 10 ans avant PNL. Il était dans les adlibs 10 ans avant la trappe. Il posait des phrases que personne comprenait 10 ans avant Young Thug. Donc pour moi, il était super en avance sur plein de plans en fait. Et ça m'a vraiment chauffé. Je vais l'écouter sur le chemin du retour. Carrément, ça fait plaisir. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Fallait être bref, t'as été bref. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Yerim et Genono, pour un nouveau numéro d'After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.